Ils nous ont dit vouloir tenter une nouvelle approche dans une autre zone de l'océan Indien. Ce fut la première preuve formelle que l'avion s'était bien abîmé dans l'océan Indien. Pendant 11 longues années, la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines est restée l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Le vol MH370 est considéré comme l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Des familles sont restées sans réponse. 3 générations de ma famille, notamment. C'est la disparition de toute ma famille. Les experts étaient perplexes et le monde ne pouvait que spéculer sur ce qui s'était réellement passé durant ces derniers instants. Mais aujourd'hui, un drone sous-marin, explorant l'une des zones les plus reculées de l'océan, a mis au jour de nouveaux éléments, des éléments qui pourraient bien faire basculer l'enquête. Les découvertes ont stupéfié les chercheurs et relancé des questions que beaucoup croyaient insolubles. Et cette fois, les indices sont plus clairs que jamais. Regardez cette vidéo pour découvrir ce que ces nouvelles preuves pourraient signifier. Premier aperçu sous le silence. Début 2025, la nouvelle flotte d'Ocean Infinity s'aventure dans la zone des hippocampes. Les plus grands mystères de l'aviation pourraient bientôt être résolus grâce à une nouvelle campagne de recherche du vol MH370 au large des côtes de l'Australie occidentale. Cette étendue d'océan solitaire est presque mythique où de nombreux experts pensaient que la réponse au mystère du vol MH370 se cachait depuis des années. La Malaisie a annoncé que les recherches du vol MH370 reprendraient ce mois-ci. Son avion amiral, l'Armada Sept 1806, a dérivé au-dessus d'eau si profonde qu'elle semblait infinie. À plus de 60 mètres de profondeur, il n'y avait que les ténèbres. Une pression telle qu'elle pourrait broyer l'acier et un silence immuable depuis que la Terre a pris sa forme actuelle. Dans ce silence assourdissant, des ingénieurs ont déployé des véhicules sous-marins autonomes de pointe des machines conçues pour survivre là où l'homme ne le pouvait pas. Chaque drone a glissé vers le bas à un rythme régulier, ses instruments s'activant un à mesure qu'ils pénétraient dans un monde de crêtes de falaises et de vallées escarpées, sculptées par des millions d'années d'activité tectonique. Pendant des heures, les images sonores n'ont rien révélé d'autre que la texture douce et granuleuse des épais sédiments du fond marin. Puis, quelque chose a changé. Un AUV a capté un reflet qui ne correspondait à aucune formation naturelle. Les analystes se pressaient autour des écrans, tandis que l'image sonore se précisait, révélant une forme longue et plate de près de 30 mètres de long, à moitié enfouie dans le fond marin. Un second balayage confirma sa présence, une surface lisse et métallique, dont les dimensions correspondaient sans aucun doute à celles d'une aile d'avion commercial. L'équipe vérifia les coordonnées par rapport à la trajectoire déduite du WSPR. Le match était parfait. L'excitation parcourut la salle de contrôle, mais chacun savait combien les faux espoirs pouvaient être dangereux. Ils avaient déjà couru après des illusions des rochers, ressemblant à des moteurs des ombres, imitant des débris artificiels. Pour s'en assurer, ils ont déployé un autre drone équipé d'un système d'imagerie haute résolution. Celui-ci a survolé la cible et son sonar à synthèse d'ouverture a révélé des détails qu'aucune pierre n'aurait pu imiter, des structures internes nervurées, des bords métalliques déchirés, des panneaux tordus figés dans le temps. Et ce n'était pas tout. Dans un rayon de 15 km, les drones ont repéré 2 autres anomalies. L'une ressemblait à un segment de fuselage, l'autre à un empennage. Les résultats ont été immédiatement classifiés et les protocoles de vérification ont été déclenchés. Si ces débris étaient authentiques, cela signifiait quelque chose d'une importance inimaginable. Les premiers débris identifiables du vol MH370 gisaient à un endroit jamais atteint par une mission précédente.
Mais avant cette nouvelle preuve, qu'est-ce qui avait initialement suscité l'espoir quant à la résolution du mystère du MH 370. La suite au prochain épisode. Quand l'océan a enfin parlé. Pendant 16 longs mois, l'océan Indien a gardé le silence. Aucune réponse, aucun indice, rien qui puisse apaiser l'angoisse de l'incertitude. Puis, par une matinée paisible de juillet 2015, quelque chose changea enfin. Un homme qui se promenait sur la côte est de l'île de la Réunion remarqua un étrange objet enchevêtré dans les algues. Il était incurvé, mesurait près de 2 mètres de long et était recouvert de balanes. Ses bords étaient déchirés et ramollis par des mois de dérive dans l'eau salée. Les habitants pensaient qu'il s'agissait de l'épave d'un bateau de pêche jusqu'à l'arrivée des experts en aviation. Quelques heures plus tard, le monde entier entendait une phrase que beaucoup pensaient ne plus jamais entendre. Le débris était un flaperon de Boeing 777 et un seul appareil de ce type était porté disparu. Après des mois d'un silence insoutenable, l'océan avait enfin révélé une vérité. Cette découverte a relancé l'enquête. Les ingénieurs ont examiné le flaperon de près, étudiant la rupture des charnières et les marques de fatigue que présentait le métal, trace d'un violent impact à grande vitesse avec l'eau. Rien dans son état ne laissait présager une explosion en vol. Au contraire, sa forme et les dommages indiquaient une descente contrôlée mais catastrophique. Ce simple fragment a fait basculer les recherches des théories aux preuves matérielles. En Malaisie, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les familles ont pleuré lors des conférences de presse. Leur chagrin se raviva, mais aiguisé par une lucidité nouvelle. Les autorités confirmèrent la découverte avec un calme solennel. Peu après, le flaperon fut transporté en France, où le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, lança une enquête approfondie. Les techniciens ont examiné chaque rivet et chaque numéro de série en les retraçant jusqu'aux archives de fabrication d'origine de l'appareil. La conclusion était sans appel, le fragment appartenait au vol MH 370. Les océanographes ont ensuite entrepris de retracer le parcours du flaperon. À partir de données satellitaires, ils ont élaboré des simulations des courants de l'océan Indien, modélisant comment les vents, les marées et les tourbillons auraient pu transporter les débris sur près de 40 km depuis un possible lieu d'impact jusqu'à La Réunion. Il ne s'agissait pas d'une dérive aléatoire. Son parcours fut façonné par le temps et le mouvement incessant de l'océan. Bientôt, d'autres débris commencèrent à émerger sur des rivages lointains. Un morceau du stabilisateur horizontal apparu au Mozambique, un fragment de l'intérieur de la cabine, s'échoua à Madagascar. Un autre fragment, probablement un morceau de capot moteur, a été découvert en Tanzanie. Chaque objet portait des traces de déchirure, de pliure et de salissure, dues au sel autant de messages venus des profondeurs. Ensemble, ils formaient une fragile piste d'exploration dispersée sur la moitié d'un océan. Des scientifiques de plusieurs pays ont collaboré pour retracer la trajectoire de ces indices dérivants. De puissants modèles informatiques ont effectué des milliers de simulations en ajustant à maintes reprises la vitesse du vent, la température de l'eau et même l'effet Coriolis. Les trajectoires convergeaient toutes vers un même lieu, un étroit couloir d'océan profond au sud-ouest de l'Australie, près de la zone déjà connue sous le nom de Septième Arc. C'était un paysage de montagnes et de tranchées sous-marines, plongeant à plus de 50 mètres dans les ténèbres. Pour les enquêteurs, ce fut à la fois une avancée majeure et un véritable supplice. Les fragments prouvaient que l'avion avait sombré, mais ils ne révélaient pas l'emplacement de l'épave principale. C'était comme retrouver des cendres sans savoir où le feu avait brûlé. Pourtant, ces découvertes ont relancé la pression internationale. On réclamait la reprise des recherches. En coulisses, des entreprises privées ont commencé à proposer de nouvelles solutions, des machines capables d'aller là où les humains ne pouvaient pas.
Les véhicules sous-marins autonomes explorateurs robotisés, capables de parcourir les fonds marins pendant des jours sans guidage, sont devenus le seul moyen réaliste d'explorer des terrains trop accidentés pour les sonars traditionnels. Les gouvernements ont hésité. Le coût était exorbitant et les chances de succès minimes. Mais un groupe déterminé allait finalement prendre le risque. Fin 2017, l'océan avait livré des fragments, mais pas de réponse. Chaque débris échoué sur le rivage était perçu comme un défi incitant l'humanité à explorer les profondeurs abyssales. Alors que la patience du monde s'amenuisait, une alliance discrète se formait entre technologie de pointe et science implacable, une alliance qui allait bientôt s'aventurer dans les abysses et redéfinir à jamais la recherche. Tandis que les profondeurs révélaient leurs secrets, comment les machines ont-elles bravé leurs abysses? La suite au prochain épisode. Les machines qui ont défié les profondeurs. Pendant 3 années acharnées, l'océan Indien a déjoué tous les efforts déployés pour découvrir le sort du MH370. Des navires ont sillonné des millions de kilomètres carrés, traînant des sonars à travers des mers déchaînées, ne revenant à chaque fois que des parasites et des ombres. Mais en 2018, tout a basculé. La recherche est entrée dans une nouvelle ère non plus guidée par l'endurance humaine, mais par des machines conçues pour survivre là où aucun humain ne le pourrait. Ocean Infinity, une entreprise privée texane, était convaincue de pouvoir réussir là où des nations entières avaient échoué. Ils sont arrivés avec quelque chose que le monde n'avait jamais vu à cette échelle, une flotte de véhicules sous-marins autonomes AUV. Des robots profilés en forme de torpilles, capables de plonger dans les abysses avec une précision silencieuse. Contrairement aux anciens systèmes qui devaient être remorqués lentement par des navires, ces AUV évoluaient librement, guidés par des ordinateurs de bord sophistiqués. Chacun était équipé d'un sonar multifaisceau, d'outils d'imagerie haute résolution et de systèmes de cartographie tridimensionnels. Ils pouvaient plonger à près de 60 mètres de profondeur dans un monde où la lumière du soleil n'est plus qu'un souvenir. Au cœur de l'opération se trouvait le Seabed Constructor, un navire conçu comme une station spatiale flottante pour les grands fonds. Depuis son pont ouvert, les ingénieurs ont déployé les AUV, un à un, dans les eaux glaciales du sud de l'océan Indien. L'accord conclu par Ocean Infinity avec la Malaisie était aussi audacieux que sa technologie, une mission, pas de découverte, pas de rémunération. Il ne serait payé que s'il découvrait l'épave. C'était un pari risqué, une épreuve de courage et d'innovation. Chaque plongée commençait par la programmation des coordonnées dans le système de navigation d'un drone par les ingénieurs. Dès qu'il s'immergeait, le robot disparaissait dans l'obscurité ratissant les fonds marins selon une grille parfaite. Chaque impulsion du sonar dessinait une image numérique du fond océanique de ces fosses, de ces falaises et de ces plaines des paysages jamais contemplés par l'homme. Les données étaient transmises au Seabed Constructor, où des analystes travaillaient toute la nuit, étudiant formes et ombres, susceptibles de révéler enfin la présence du MH370. Pendant des semaines, l'équipage a lutté contre une mer déchaînée et une météo imprévisible. L'océan Indien est l'un des environnements les plus hostiles de la planète, avec ses forts courants, ses imposantes dorsales sous-marines et ses tempêtes imprévisibles qui pourraient compromettre la mission en quelques minutes. Pourtant, malgré tout, la flotte robotique d'Ocean Infinity a réussi à explorer une superficie stupéfiante de 112,0 km², égalant presque toutes les recherches gouvernementales précédentes réunies. Ce qu'ils ont découvert était glaçant. Des kilomètres de plaines limoneuses, sillonnées de profondes fissures,
où le sonar disparaissait dans le vide. Parfois, les capteurs détectaient des formes métalliques faisant naître l'espoir avant qu'il ne s'agisse de formations rocheuses ou de particularités géologiques. L'espoir vacillait, mais les recherches se poursuivaient. Bien que la mission de 2018 se soit soldée par un échec, elle a marqué un tournant. Pour la première fois, l'humanité a cartographié avec précision des zones des grands fonds océaniques qui semblaient auparavant inaccessibles. Ocean Infinity a poursuivi ses recherches. Leur AUVS gagnait en intelligence à chaque mission grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour affiner leurs méthodes de recherche. Au cours des années suivantes, l'entreprise a conçu une deuxième génération de machines plus rapides, plus autonomes et moins dépendantes de la supervision humaine. En 2024, le bond technologique était devenu réalité. L'Armada 7856, un navire capable de coordonner à distance plusieurs AUVS, n'avait pas besoin de pilotes humains pour guider chaque plongée. Grâce à des liaisons satellitaires et à l'apprentissage automatique, il fonctionnait comme une intelligence collective numérique dirigeant sa flotte robotique avec une synchronisation parfaite. Il ne s'agissait pas simplement d'exploration, mais d'évolution. Les AUV modernisés de l'Armada embarquaient des outils puissants des profileurs de sous-sol capables de scanner les fonds marins et un sonar à balayage latéral suffisamment précis pour distinguer les débris d'avions des coraux. Ces systèmes ne se contentaient pas d'observer l'océan. Ils l'analysaient, révélant des schémas dissimulés sous des couches de sable et de sédiments. Grâce à cette flotte de pointe, les scientifiques ont affiné de nouveaux modèles prédisant la zone d'impact la plus probable. Leurs calculs pointaient vers une zone plus profonde et plus accidentée que jamais auparavant, une portion du fond marin proche d'une fosse surnommée la zone hippocampe. C'était un lieu inexploré par les missions précédentes, un endroit où l'océan gardait ses secrets enfouis sous une pression écrasante. 11 ans après la disparition du vol MH 370, la technologie était sur le point de révéler la vérité. Ce qui avait commencé comme une tragédie humaine s'était mué en une quête de réponse, menée par des machines. Quelque part dans ces eaux obscures, l'histoire finale du vol MH 370 restait à découvrir. Mais revenons au tout début. Qu'est-il arrivé au vol MH 370? Tentons de le découvrir. La nuit où le monde a perdu le fil de l'histoire, le vol 370. C'est le plus grand mystère de l'aviation de tous les temps. Le vol MH 370 de Malaysia Airlines. Le vol MH 370 a débuté comme n'importe quel autre vol long courrier de nuit au départ de Kuala Lumpur. C'était aux premières heures du 8 mars 2014 et le Boeing 777 devait effectuer son trajet habituel vers Pékin, une liaison que Malaysia Airlines avait assurée d'innombrables fois. À son bord se trouvaient 2 pilotes expérimentés, 10 membres d'équipage, 227 passagers de diverses nationalités et plus de 14 kg de fret. Rien dans ce départ ne laissait présager que cette nuit deviendrait l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. L'avion décolla de la piste 32R à 0H42, prenant de l'altitude sans encombre dans le ciel nocturne malaisien. Les contrôleurs aériens l'autorisèrent à monter à 18 pieds, en direction de son premier point de passage Igari, situé au large des côtes du golfe de Thaïlande. Les communications se sont déroulées normalement durant cette phase. Le copilote a pris la parole alors que l'avion était encore au sol, puis après le décollage, le commandant de bord a géré les communications radio. À 0H46, l'avion a été autorisé à monter à 35 pieds et l'équipage a confirmé avoir atteint cette altitude peu après 1H du matin.
Le dernier message automatisé ACR de l'avion a été transmis à UNH-6 signalant un niveau de carburant satisfaisant avec 43 800 kg restants. Tout semblait normal. Puis, à un H-10-9, les derniers mots ont été prononcés depuis le cockpit, lorsque le radar de Lumpur a transféré le contrôle de l'appareil au contrôle aérien vietnamien. Bonne nuit, vol malaisien 370. Ce furent donc les derniers mots confirmés jamais entendus du vol 370. L'équipage n'a jamais contacté Ho Chi Minh Ville. Lorsque les contrôleurs vietnamiens ont tenté de contacter l'appareil, ils n'ont reçu aucune réponse. Un autre pilote volant à proximité a essayé de transmettre un message, mais il n'a entendu que des parasites et de faibles murmures. Quelque chose n'allait pas. 2031, alors que le vol MH370 survolait, Aigari, son transpondeur, cessa d'émettre. 5 secondes plus tard, il disparut complètement des radars civils. Moins d'1 minute plus tard, l'appareil n'était plus visible, ni pour les contrôleurs aériens malaisiens, ni pour leurs homologues vietnamiens, mais il était toujours là. Pas encore. Le radar militaire malaisien, fonctionnant indépendamment des systèmes civils, a repéré l'avion effectuant un virage serré à droite, puis décrivant un long arc de cercle vers la gauche qui l'a ramené au-dessus de la péninsule malaise. Il a survolé le détroit de Malacca, est passé au sud de Penang, puis a poursuivi sa route vers le nord-ouest en suivant des routes aériennes établies à des altitudes comprises entre 29,0 et 35,0 pieds. Le radar civil de Kota Bharu a détecté un aéronef non identifié à ce moment-là, correspondant à la trajectoire enregistrée par le radar militaire. À 2H22, l'aéronef a atteint la limite de couverture radar malaisienne et a disparu définitivement dans l'obscurité. Dès lors, seules les données satellitaires permettront de déterminer sa destination. En Asie du Sud-Est, la confusion s'est répandue. La Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam ont tous détecté des éléments de la trajectoire initiale du vol MH370, mais les sensibilités politiques et la réticence à révéler leurs capacités militaires ont ralenti la diffusion des informations. Le système d'alerte précoce indonésien a repéré l'avion avant que son transpondeur ne cesse d'émettre, mais n'a fourni aucune donnée par la suite. Le Vietnam a noté le moment où le vol MH370 a fait demi-tour vers l'ouest et a indiqué avoir informé la Malaisie à 2 reprises. Le radar thaïlandais a détecté un appareil sans code transpondeur d'identification, mais n'a pas pu confirmer la disparition du signal. Même le puissant système radar australien JORN, capable de détecter des appareils sur des milliers de kilomètres, était hors service cette nuit-là. En moins d'1 heure, le vol MH370 a traversé une partie de l'espace aérien, parmi les plus surveillés d'Asie, ne laissant derrière lui qu'une multitude de questions et des bribes d'informations. Le monde l'ignorait encore, mais cette série de disparitions silencieuses allait déclencher l'une des opérations de recherche les plus vastes et les plus coûteuses de l'histoire, une recherche qui s'étendrait sur plusieurs continents, traverserait les océans et durerait finalement plus d'1 décennie. Après la disparition de l'avion, quels signes discrets laissaient entrevoir la vérité? La suite au prochain épisode. Des signaux silencieux qui n'auraient pas dû être là. Alors que les enquêteurs reconstituaient le déroulement des événements, un détail a particulièrement retenu l'attention, rendant la disparition du vol MH370 encore plus troublante. Après la dernière transmission ACARS à UNH-6, l'appareil a tout simplement cessé d'émettre. Le système de communication par satellite qui restait normalement actif pendant toute la durée du vol s'est soudainement mis hors service. Impossible de dire s'il s'agissait d'une coupure de courant ou d'un acte plus délibéré. Ce qui est certain,
c'est que lors du mystérieux changement de cap de l'appareil, le système est resté totalement silencieux. Mais à 5 MIT près d'une heure et demie plus tard, un événement inattendu se produisit. Au-dessus de la mer d'Andaman, la liaison satellite redémarra soudainement et envoya une requête de connexion, premier signe de vie électronique depuis l'interruption des communications. À Marsa, la société de surveillance du canal détecta immédiatement le signal. Pour eux, l'avion était toujours là, volant toujours dans l'obscurité, même si personne ne savait où il se trouvait et que personne dans le cockpit ne répondait aux nombreux appels entrants. Pendant les 6 heures suivantes, le MH370 a continué à communiquer avec le satellite, répondant aux signaux d'état horaire comme un avion fantôme dérivant dans le ciel. 2 appels sol-avion à 2H39 et 7H13 sont restés sans réponse dans le cockpit. Le dernier échange confirmé une demande de statut à 8H10 était de routine, mais survint ensuite un dernier moment glaçant à 8H9. L'avion envoya une nouvelle requête de connexion comme s'il redémarrait. La station au sol l'accusa réception à 8H19-37S, puis le silence complet. Lorsqu'Inmarsat a tenté une nouvelle prise de contact à 9H15, le vol MH370 n'a jamais répondu. Ces signaux ont conduit les enquêteurs à une conclusion accablante. L'avion avait probablement volé jusqu'à épuisement de son carburant quelque part au large dans le sud de l'océan Indien. Mais sur le terrain, la situation était bien plus chaotique cette nuit-là. La confusion régnait dans les centres de contrôle aérien de Kuala Lumpur à Ho Chi Minh Ville. Les rapports radars étaient contradictoires et les opérateurs se relayaient pour affirmer que l'appareil se trouvait dans l'espace aérien cambodgien, alors même que les contrôleurs cambodgiens n'avaient aucun contact avec lui. Le centre opérationnel de Malaysia Airlines, se basant sur des projections de données obsolètes, a continué d'assurer aux contrôleurs aériens que le vol MH370 était sain et sauf. Lorsque Kuala Lumpur a activé son centre de secours à 5H30 plus de 4 heures, s'était écoulé depuis la disparition de l'avion des écrans radars principaux. Malaysia Airlines n'a publié de communiqué qu'à 7H24, affirmant avoir perdu le contact à 2H40, ironiquement, alors que le MH370 survolait encore l'océan Indien. Les équipes de recherche furent déployées au mauvais endroit, scrutant la mer de Chine méridionale, tandis que l'avion poursuivait sa route silencieuse loin vers l'ouest et le sud. Le 24 mars, lorsque le premier ministre malaisien de l'époque, Najib Razak, s'adressa enfin au monde, il annonça la nouvelle que les familles redoutaient. Selon les données disponibles, la dernière position connue du vol MH 370 se situait dans le sud de l'océan Indien, une zone sans site d'atterrissage, sans antenne radio et sans survivants. À Pékin, les familles se sont rassemblées et ont appris la disparition de l'avion certaine par SMS. Des mois plus tard, les autorités ont officiellement déclaré l'incident accidentel, présumant le décès des 239 passagers et membres d'équipage. Un Boeing 777 avec 239 personnes à bord a tout simplement disparu. Pourtant, les médias ont été inondés de témoignages des pêcheurs, signalaient des avions volant à basse altitude des ouvriers de plateformes pétrolières, décrivaient des objets en feu et des habitants de l'île affirmaient avoir vu un énorme appareil vrombir au-dessus d'eux. Aucun de ces témoignages n'a jamais été confirmé. Chaque nouveau rapport ajoutait une nouvelle couche au mystère, mais aucun ne permettait de mieux comprendre ce qui s'était passé durant ces heures de silence entre UNH-6 et 8H-19. Aujourd'hui, alors que Ocean Infinity a mis au jour ce qui pourrait être les premiers véritables débris de l'épave, ces signaux inexpliqués,
et cette dernière demande de connexion si troublante sont examinées avec une urgence renouvelée. Au milieu de signaux mystérieux, quel secret se cache derrière la porte du cockpit? Tentons de le découvrir. L'énigme humaine derrière la porte du cockpit. Tandis que les équipes de recherche cartographiaient la zone du crash potentiel et que les analystes s'efforçaient d'interpréter les derniers échanges de données avec les satellites de l'appareil, les enquêteurs au sol concentraient leurs efforts sur les personnes à bord du vol MH370 en particulier, celles qui avaient accès aux commandes. La police malaisienne a commencé par le cockpit. Les agents ont perquisitionné les domiciles des 2 pilotes. Ces perquisitions sont motivées par des éléments laissant penser à un détournement d'avion. L'examen de leurs antécédents personnels, de leurs activités financières, de leurs appareils numériques et de plusieurs heures d'enregistrement de vidéosurveillance, selon le rapport préliminaire publié en mars. 2015 n'a révélé aucune transaction inhabituelle, aucun retrait important et soudain, ni aucun comportement suggérant un stress ou une radicalisation. Devant les caméras, les pilotes se comportaient avec calme et naturel, sans manifester la moindre instabilité émotionnelle, parfois associée à des actes prémédités. Malgré ces conclusions officielles, un nombre croissant d'enquêteurs, notamment aux États-Unis, ont soutenu que l'intervention humaine restait l'explication la plus probable. Au début du vol, quelqu'un avait délibérément reprogrammé le pilote automatique déviant le Boeing 777 de sa trajectoire prévue et le précipitant dans l'immensité déserte de l'océan Indien. Et si ce n'était pas un pirate de l'air dissimulé parmi les passagers, les soupçons se portaient inévitablement sur le cockpit. Selon les médias, la police malaisienne aurait identifié en privé le commandant Zahari Ahmad Shah comme principal suspect. Si une intervention humaine était avérée, une opinion partagée des années plus tard par l'ancien premier ministre australien Tony Abbott. Le premier ministre australien Tony Abbott a exprimé un nouvel espoir quant à la possibilité de retrouver le vol MH370 de Malaysia Airlines, dans un documentaire de 2021. Abbott a révélé que de hauts responsables malaisiens avaient cru presque dès le début que la disparition de l'avion était un suicide commis par le commandant de bord. Les autorités malaisiennes ont nié avoir dissimulé des informations, mais cette révélation a relancé un débat que beaucoup pensaient clos. En 2016, le débat s'est intensifié suite à la révélation d'un document confidentiel montrant que le FBI avait découvert sur le simulateur de vol personnel de Zahari une trajectoire de vol simulée correspondant étrangement à l'itinéraire supposé de l'appareil dans l'océan Indien. L'ATSB a confirmé cette découverte et le gouvernement malaisien l'a également reconnu par la suite. Si les autorités ont insisté sur le caractère anodin de l'incident, des ingénieurs et pilotes retraités tels que Jean-Luc Marchand et Patrick Blely ont commencé à présenter leur propre analyse détaillée, défendant avec conviction l'hypothèse d'un suicide du pilote qui correspondait le mieux aux éléments techniques. Ce que les enquêteurs ont pu confirmer était troublant. Le système SATCOM a fonctionné normalement depuis la phase pré-vol jusqu'à la réception du dernier message ATR à 1H7. Peu après, l'alimentation de l'unité de transmission de données par satellite a été interrompue. Le rapport final a conclu que la perte de communication avant le détournement de l'appareil était probablement due soit à un arrêt manuel des systèmes, soit à une coupure de courant délibérée. Le premier ministre malaisien a déclaré sans ambages que le transpondeur radar et les systèmes de transmission de données avaient été délibérément désactivés. Puis, à 2H25, le système de transmission de données SDU a soudainement redémarré et s'est reconnecté au satellite au moment même où l'avion amorçait sa trajectoire fantomatique vers le sud.
Les enquêteurs ont également examiné chaque passager. Un mécanicien de bord a d'abord attiré l'attention en raison de ses compétences, mais il a rapidement été mis hors de cause. La découverte que 2 passagers iraniens avaient embarqué avec des passeports volés. Les enquêteurs ont désormais identifié les 2 hommes voyageant avec des passeports volés à bord du vol 370 a suscité l'inquiétude dans le monde entier. Mais Interpol a confirmé par la suite qu'il s'agissait de demandeurs d'asile et non de terroristes. La Chine, qui comptait le plus grand nombre de ressortissants à bord, a vérifié chaque passager et a publiquement exclu toute piste de sabotage ou de terrorisme. L'attention s'est alors portée sur la cargaison. Le vol MH370 transportait plus de 10 kg de marchandises, dont 4 conteneurs de mangoustan et une cargaison de batteries lithium-ion d'un poids total de plus de 2400 kg. Les batteries au lithium sont connues pour présenter des risques car elles peuvent provoquer des incendies importants en cas de surchauffe. Mais les enquêteurs n'ont rien trouvé qui puisse indiquer un emballage inadéquat ou une mauvaise manipulation. Malgré cela, leur présence a alimenté d'innombrables théories en ligne. Parallèlement, les experts en aviation continuaient de débattre de ce qui s'était passé durant les dernières heures de vol de l'appareil. L'ATSB a examiné 3 scénarios, incidents en vol, plané et hypoxie. Sa conclusion était sans appel, l'absence de réaction de l'équipage ou un épisode d'hypoxie correspondait le mieux aux éléments de preuve expliquant comment l'avion a pu maintenir une trajectoire stable pendant 5 heures sans communication ni déviation significative, probablement en pilotage automatique jusqu'à épuisement du carburant. L'analyse ultérieure du flaperon de l'appareil a révélé que les volets d'atterrissage n'étaient pas déployés, contredisant ainsi la thèse d'un amérissage contrôlé. Ceci a conforté l'hypothèse selon laquelle le vol MH370 aurait entamé une spirale descendante à grande vitesse après l'extinction des moteurs et la désactivation du pilote automatique. En 2018, l'ATSB a réaffirmé cette conclusion, soulignant que si l'avion était encore sous contrôle humain, à la fin, ce contrôle s'était avéré peu efficace. Malgré ces découvertes, aucune théorie ne fait l'unanimité. Chaque explication apporte une réponse tout en soulevant une autre question. Et maintenant, avec la possible apparition d'épaves près de la zone des hippocampes, le débat sur l'implication humaine reprend de l'ampleur, car si l'avion s'est abîmé en mer dans une chute finale incontrôlée, les enquêteurs doivent encore déterminer ce qui ou qui l'a conduit sur cette trajectoire fatale. Au-delà du cockpit, comment le vol MH370 a-t-il captivé le monde entier? Poursuivez votre lecture pour le découvrir. Un mystère qui a fasciné le monde entier. La disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines est devenu l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne, captivant le monde et inspirant d'innombrables documentaires, livres et émissions. Quelques semaines après la tragédie, cinéastes et journalistes ont commencé à enquêter sur l'affaire, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Le 6 avril 2014, Smithsonian Channel a diffusé Malaysia 370, l'avion disparu, un documentaire d'1 heure retraçant la disparition soudaine du vol. 10 jours plus tard, Discovery Channel a diffusé Vol 370, les chaînons manquants, une autre enquête d'1 heure consacrée à l'appareil, à ses passagers et aux recherches massives qui ont suivi. BBC 2 a participé au débat avec son épisode d'Horizon intitulé « Où est le vol MH370 ?» diffusé le 17 juin 2014. L'émission a examiné la disparition de l'avion, les scénarios possibles et les technologies susceptibles de prévenir de tels incidents à l'avenir,
notamment la diffusion en continu des enregistrements de l'enregistreur de vol et le suivi ADS-B. Elle a mis en lumière le travail d'Ocean Shield, qui a passé 2 mois à scruter 850 km² d'océan bien au nord de la zone prédite par les données Inmarsat, près de 28 degrés de latitude sud, là où l'avion aurait vraisemblablement terminé son vol. En 2023, l'humoriste américaine Jocelyn Chia a fait l'objet d'une enquête des autorités malaisiennes après avoir plaisanté sur le vol MH370 lors d'un spectacle à New York. La police malaisienne a sollicité l'aide d'Interpol pour déterminer où elle se trouvait et l'identifier. Le vol MH370 a marqué à jamais les esprits, non seulement comme une tragédie, mais aussi comme une énigme, un avertissement et un symbole culturel qui continue de fasciner, d'horrifier et d'inspirer les créateurs du monde entier. Alors que le mystère s'étend à l'échelle mondiale, la reprise des recherches permettra-t-elle enfin d'apporter des réponses à suivre? Les recherches reprennent. Après 11 longues années, plus d'une décennie d'incertitude, la Malaisie a fait une annonce surprenante. Les recherches du vol MH370 reprendront le 30 décembre, redonnant espoir aux familles qui attendent des réponses depuis 11 ans. Cette décision a marqué le début d'une nouvelle mission de 55 jours entamée en mars dernier, mais interrompue par des conditions météorologiques extrêmes, rendant la navigation trop dangereuse. Ce nouveau chapitre, ont déclaré les autorités malaisiennes, témoigne de l'engagement renouvelé du pays à apporter des réponses aux proches des 239 personnes disparues lors de cette nuit tragique de 2014. Pour de nombreuses familles, il s'agit du premier signe concret d'espoir depuis des années. Une fois de plus, la mission serait menée par Ocean Infinity, la société d'exploration en eau profonde, réputée pour son approche audacieuse du « pas de découverte, pas de rémunération ». Au terme du nouvel accord, la société ne serait payée en cas de succès que jusqu'à 70 millions de dollars, si elle parvenait enfin à localiser l'épave. C'était une opération risquée et stressante, mais qu'Ocean Infinity avait déjà accepté par le passé. Les recherches précédentes avaient déjà repoussé les limites humaines et technologiques. Des nations du monde entier se sont jointes aux recherches initiales, formant ce qui est devenu la plus grande opération de recherche de l'histoire de l'aviation. 60 navires, 50 avions et 26 pays, tous scrutant les mers, le ciel et les côtes. Malgré des années d'efforts, l'opération a été abandonnée en 2017, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Ocean Infinity est revenu une fois en 2018 avec sa première génération de véhicules sous-marins autonomes. Pendant 3 mois intenses, ces derniers ont exploré les fonds marins avec une précision incroyable, cartographiant une zone plus vaste que tout ce qui avait été tenté auparavant. Pourtant même, cette mission s'est soldée par un échec. Aujourd'hui, grâce à des machines plus performantes, un sonar plus précis et de nouvelles prédictions indiquant la présence d'une fosse inexplorée, la société se prépare à retenter l'expérience. Et après 11 années d'hypothèses, d'impasses et de déceptions, le monde entier a les yeux rivés sur elle. Car cette fois, les machines qui plongent dans l'obscurité pourraient enfin révéler la vérité. Alors pensez-vous qu'après 11 ans, une découverte aura lieu? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie du mystère du vol MH370. Nous espérons que vous avez trouvé cela aussi fascinant que la recherche elle-même. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables. Cliquez sur la vidéo suivante pour explorer d'autres découvertes et mystères surprenants du monde entier.